téléspectateurs fidèles de la chaîne panafricaine Pan-African Media, merci de nous renouveler vos confiances respectives et bienvenue à cette première sortie du grand rendez-vous de l'information sur le meilleur de l'Afrique et surtout du panafricanisme. Et donc c'est le 20h édition de ce 5 février 2024. Les titres. Le Sénégal en proie donc à être classé première monarchie avec la plus courte durée de règne. Le patron de la junte sénégalaise Macky Sall vient de voir son rêve, celui d'être le premier monarque à mourir. L'Assemblée nationale a donc décidé de le désavouer et ceci sans répit. Le Mali économiquement affiche une bonne santé contrairement à ce que des personnes mal intentionnées ont voulu faire croire après sa sortie de l'organisation moribonde, la CEDEAO. Nous l'annoncions en titre, ça tambourine, ça brûle, ça chauffe. On dira même que ça se casse un peu de partout, de la rue aux institutions nationales. C'est donc désormais le schéma que nous offre ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Le pays de la Teranga, ou du moins la toute nouvelle monarchie, une monarchie totalement échouée, car figurez-vous qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, qui voilà, est donc sous le joug du président Macky Sall, président sortant, a donc décidé ainsi de désavouer le report de l'élection tel que programmé par le président de la République. Et donc, l'Assemblée nationale a voté à majorité contre l'annulation de l'élection présidentielle. Les députés donc viennent ainsi de désavouer Macky Sall à l'issue de ces votes à l'Assemblée nationale comme suit: contre 100 voix, pour 40 voix et simplement une seule abstention. Et au regard donc de la situation, Macky Sall risquerait de sauter et dévier l'Assemblée sénégalaise à travers un décret ou encore une ordonnance. Rappelons que les députés sénégalais ont alors entamé lundi 5 février l'examen d'un texte critique qui permettrait de reporter la présidentielle et qui a donc causé de nouveaux heurts à l'extérieur même ce matin de l'Assemblée nationale transformée en citadelle par la présence policière. Toujours au Sénégal, nous le rappelons, c'est donc le grand dossier de la rédaction aujourd'hui. Cette fois-ci, nous allons le dire, revenir sur cette nouvelle qui a donc bouleversé et qui continue d'ailleurs de bouleverser plus d'un Sénégalais du côté de Dakar, de Cœur, de la Casamance. C'est donc à quelques heures du lancement prévu pour la campagne électorale consacrée à l'élection initialement prévue le 25 février prochain. Le président sénégalais Macky Sall a donc pondu un discours qui ne met pas tous les Sénégalais d'accord. Reportage. Les imams et prédicateurs du Sénégal demandent au chef de l'État de renoncer à cette initiative jugée catastrophique visant à interrompre le processus électoral. Ces derniers dénoncent toute tentative d'alibi comme étant malhonnête en mettant les pays en péril dans une situation aux conséquences potentiellement dévastatrices. Selon la LIPS, cette attitude présidentielle va à l'encontre de son rôle de gardien de la Constitution en violant toutes les dispositions pertinentes de la charte fondamentale du pays. Par ailleurs, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal exprime son étonnement quant à l'appel au dialogue lancé par Macky Sall qu'elle perçoit comme une manœuvre politique visant à servir des intérêts particuliers. Dans son communiqué, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal n'a pas manqué de souligner son inquiétude vis-à-vis du silence de la CEDEAO. Elle qualifie cette attitude du coup d'État institutionnel et estime que cette position ambiguë enlève toute crédibilité à l'organisation régionale. Au-delà de tout, les imams et prédicateurs du Sénégal en appellent ainsi à tous les citoyens sénégalais attachés à la justice et fiers de leur appartenance à un peuple qui a toujours rejeté la servitude, à se mobiliser contre cette nouvelle attaque, qualifiée d'honorer la nation sénégalaise sous tous ses aspects, en exigeant au président de la République Macky Sall de mettre fin à ce qu'il qualifie de coup d'État institutionnel tout en appelant à la poursuite du processus électoral.
précisions données par Boubakary Kouvou que nous allons encore suivre dans l'élément qui va suivre. Et je pense que là, nous allons aller tout simplement dans les rues de Dakar. La rue qui gronde et qui continue d'ailleurs de gronder à la suite, on va le dire, de cette catastrophe, j'ai envie de dire informationnelle, rendue publique par Macky Sall. Des opposants pris pour cible par les sbires du chef de la junte sénégalaise, Macky Sall, pour avoir exprimé leur mécontentement et surtout leur refus d'avaliser la forfaiture de Macky Sall. Plusieurs de ses opposants ainsi que les journalistes ont par ailleurs été arrêtés ou molestés par la police. C'est le cas de l'ex-première ministre Aminata Touré, interpellée au moment où elle s'adressait aux médias pour dénoncer le report de la présidentielle. Dans son discours, elle a mis en garde Macky Sall, l'accusant de vouloir empêcher le peuple sénégalais d'exercer un droit constitutionnel. La candidate Anta Babacar Ngom a été arrêtée aussi alors qu'elle lançait officiellement sa campagne électorale sur le terrain et exprimant sa ferme intention de la poursuivre malgré l'incertitude entourant le scrutin présidentiel. Quant au candidat Daouda Ndiaye, il a affirmé sur des médias avoir été brutalisé par les forces de l'ordre, ajoutant que certains de ses collaborateurs avaient été arrêtés. Thierno Alassane Sall, le candidat de la République des valeurs, a de son côté bravé la répression aux côtés de ses partisans, déclarant que le Sénégal était alors devenu une dictature et appelant à une mobilisation lundi devant l'Assemblée nationale, pour donc rappeler aux députés de la nouvelle coalition l'importance de se tenir du bon côté de l'histoire, celui de la vérité et de la justice. Côté médias, des chaînes de télévision privées se sont donc vues suspendre leur licence de diffusion et signal coupés par le ministère de la Communication. Leur péché, la retransmission en direct des émeutes effectives à Dakar. Le secteur religieux n'est pas en reste. Les deux principales institutions religieuses du pays ont donc marqué leur opposition à la décision controversée du président Macky Sall. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, s'est ainsi déclaré dérouté avant d'en appeler à la cohésion nationale. Quant à l'influente Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, elle a fait part de sa vive préoccupation face à cette déclaration malheureuse du chef de l'État, qui a donc perturbé le processus électoral et rompu avec la tradition démocratique du Sénégal. Voilà, à la place, c'était effectivement la rue qui a grondé avec des opposants et notamment certains médias. Nous restons toujours dans les rues sénégalaises pour parler cette fois-ci de la population qui ne décolère pas et donc qui est prête à tout pour que la décision moribonde du chef de la junte sénégalaise n'ait pas droit de citer. Boubakary Kouvou. Après l'annonce samedi du report de l'élection présidentielle par le président Macky Sall, scrutin présidentiel devant se tenir le 25 février prochain, le peuple sénégalais en consternation et ne décolère pas. Des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour manifester contre le report de la présidentielle malgré les menaces des gendarmes sénégalais qui ont dispersé la foule à l'aide de gaz lacrymogènes hier, dimanche 4 février, dans les rues de Dakar. Parmi les manifestants, des jeunes scandent « Macky Sall dictateur » ont entrepris de barricader le passage. Les manifestants sont sortis pour dire non à cette forfaiture de Macky Sall qu'ils considèrent comme un coup d'État constitutionnel. Alors que la campagne présidentielle devait débuter quelques heures plus tard seulement, la surprise a été presque totale et n'a pas été du goût de la classe politique de l'opposition et les Sénégalais dans son immense majorité. Un revirement des situations. Il y a quelques jours, le président Macky Sall avait assuré la bonne tenue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Si le Sénégal a déjà connu ces troubles violents lors d'élections passées, c'est la première fois qu'une élection présidentielle est reportée, plongeant le pays dans une incertitude totale. Et pour clore ce dossier de la rédaction sur l'actualité
au Sénégal. Quoi de mieux justement qu'une chronique qui revient justement sur le fait que les citoyens sénégalais devaient donc se rendre aux urnes. C'est désormais un secret de polichinelle. La date arrêtée était d'ailleurs d'ores et déjà connue. Il s'agissait bien évidemment du 25 février 2024 pour donc élire cette fois-là le 5e président de la République. Malheureusement, ce ne sera pas le cas et fort heureusement, ça ne sera non plus le cas pour Macky Sall, alors que tout était déjà au point pour que le démarrage de la campagne électorale, le président de la République Macky Sall a donc fait usage de dictature et a stoppé net ce qui devait être une révolution positive pour le Sénégal. Alain Djok nous en dit plus. Alors que le processus électoral était déjà très avancé et les Sénégalais se préparaient à vivre la fièvre des campagnes, le président Macky Sall a décidé de couper court. Dans une allocution ce week-end, il annonce le report pur et simple des élections sans toutefois préciser de nouvelles dates. C'est une situation inédite. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, la présidentielle ne va pas se tenir à date advenue. Il n'en fallait pas plus pour provoquer le courroux de l'opposition qui a immédiatement appelé les militants à se mobiliser pour lancer la campagne électorale en dépit de la décision du chef de l'État sénégalais. Ainsi, les rues de la capitale ont de nouveau été l'objet d'incendies des pneus, des tirs de gaz lacrymogènes et d'arrestations de leaders et partisans de l'opposition durant tout l'après-midi de ce dimanche 4 février 2024. Sur les réseaux sociaux, se sont multipliées les vidéos et images d'arrestation de leaders et militants à l'instar de la candidate Anta Babacar Ngom qui avait décidé de lancer sa campagne électorale. On apprend l'arrestation de l'ancien premier ministre de Macky Sall, Aminata Touré, devenue opposante à celui-ci et candidate également au présidentiel. Avec ce nouveau cycle de violence, de nombreux observateurs questionnent l'état même de la démocratie sénégalaise. Sous la présidence de Macky Sall, l'histoire démocratique du Sénégal est indéniablement émaillée de manifestations violentes liées à sa politique. L'Union africaine est comme d'habitude entrée dans la danse en exhortant Dakar à accélérer le processus électoral, réaffirmant son engagement en faveur d'une gouvernance démocratique sur le continent africain. La commission de loi de l'Assemblée nationale, quant à elle, valide la proposition de prolonger de 6 mois le mandat du président. Lorsque Macky Sall nous promet une gestion sobre et vertueuse et nous vend de la modestie en guise de serment républicain, on est presque tenté d'y croire, sauf que rien ne change et les rangs de ses courtisans grandissent à vue d'œil. Il garde autour de lui non pas ceux qui l'accompagnent durant sa très courte traversée du désert, mais les plus habiles turiféraires, ceux qui savent vendre du sable dans le désert et s'acharner à le persuader qu'il est la projection de Dieu sur terre. Bien, ils ne sont pas loin de le convaincre qu'après tout, un 3e mandat ne le tuerait sans doute pas, par exemple, en reportant les élections. C'est bien pour cela que la République continue de perdre son âme. Sans doute aussi parce que le PDS n'est plus ce qu'il était. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez-le, vous êtes sur Panafrican Média pour une Afrique souveraine et unie. Et le programme, c'est bien sûr la tranche d'information du 20h sur la chaîne panafricaine. Et donc, après le dossier consacré au Sénégal ce soir, nous allons rester en Afrique de l'Ouest. Juste à côté, c'est le Mali. Nous le savons tous. Le Mali fait partie de ces 3 pays des États de l'Alliance du Sahel qui ont donc décidé il y a quelques jours de cela de claquer la porte à une autre organisation discréditée. Il s'agit bien sûr de la CEDEAO. Et donc, à la suite de cette décision assez forte et grande, il y a des personnes mal intentionnées qui ont promis du pire sur le plan économique du Mali. Et donc, dans le cadre de ce journal, nous vous en apportons la preuve du contraire dans cet élément que nous propose le ministre de l'Économie et des Finances. Je voudrais tout simplement dire que l'espace AES représente un marché d'environ 70 millions d'habitants. Cet espace regorge de beaucoup de possibilités, de potentiel en termes d'agriculture, en termes d'énergie, dans tous les secteurs
nous avons un avantage comparatif certain. Et le fait de se retirer nous permet aujourd'hui de développer un marché intérieur, d'assurer une croissance à partir de cette économie intérieure que nous avons plus facilement la possibilité de développer aujourd'hui. Si nous prenons les impacts au plan financier à court terme, nous allons dire que le Mali sort très gagnant de cette affaire. Quand vous regardez au plan commercial, la balance commerciale du Mali est déficitaire avec la zone CEDEAO-UEMOA. Nous avons à peu près 59% de nos importations qui viennent des pays de la CEDEAO, y compris l'UEMOA, et nous avons 20% de ces importations qui viennent des pays de la CEDEAO hors UEMOA. Donc quand nous regardons les exportations, toutes nos exportations sont presque tournées vers les pays hors la CEDEAO, parce que le Mali exporte essentiellement de l'or, le coton, les intrants, et seul le bétail sur pied, le bétail qui est exporté vers les pays de la CEDEAO, et l'exportation globale vers les pays de la CEDEAO représente environ 19% des exportations. Ce qui veut dire que le Mali a à peu près un manque à gagner de 120 milliards aujourd'hui du fait qu'il est dans la CEDEAO. Parce qu'il y a le tarif extérieur commun, qui est le tarif qui est appliqué sur toutes les importations. Et c'est un taux de 18% qui s'applique. Donc tout ce qui est taux de droit de douane, qui est aussi entre 65 et 45%, selon la nature des différents produits, on ne les applique pas. Ce qui fait que le Mali important plus de 70% de cette zone, le Mali ne bénéficie pas, donc on a un manque à gagner d'environ 120 milliards. A l'inverse, nous exportons en dehors de la zone, ce qui fait que nos exportations ne bénéficient pas de ce tarif extérieur commun. Les pays de la CEDEAO hors UEMOA représentent à peu près 125 milliards et les pays de l'UEMOA 120 milliards. Ce qui fait que le Mali restant dans l'UEMOA, on a un manque à gagner net de 21 milliards du fait que nous sommes dans la CEDEAO. Et si nous quittons la CEDEAO, le budget va automatiquement sentir un accroissement de 21 milliards. Les autres avantages que nous avons qui sont assez énormes, c'est que le Mali étant avec les deux autres pays, des pays de l'Interland, tout l'investissement direct étranger s'était concentré vers les pays dans les côtes. Parce que c'est plus facile de s'installer là-bas à cause de la mer, donc les produits qui viennent par les ports, etc. Et étant donné qu'ils sont dans ces pays, ils vont bénéficier du tarif extérieur commun. Donc nos marchés sont inondés de produits dont les entreprises sont installées dans d'autres pays. Donc tout ce qui est valeur ajoutée, tout ce qui est emploi, etc., bénéficie de ces pays. En ayant notre propre tarif à appliquer aujourd'hui, l'investissement direct va être plus tourné vers nos pays. Donc il y a certainement un marché important que nous constituons pour ces investissements directs qui ne seront plus orientés vers ces côtes, mais plutôt vers nos pays. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'installent dans ces pays et ce sont désormais les pays qui donnent le critère d'origine CEDEAO à ces entreprises. Parce que C'était donc le ministre de l'économie du Mali. J'espère que maintenant tout est clair. Stop aux spéculations en ce qui concerne la santé économique de ce pays du Sahel. Et un grand merci aux confrères de l'AES pour ces éléments que nous avons pu exploiter. Nous restons toujours dans les pays de l'AES. Cette fois-ci, ça se passe du côté du Niger où justement le gouvernement est en plein dans le renforcement de moult coopération avec bien sûr des relations haut de gamme. Il faut le dire, le Niger ne compte laisser aucune occasion qui se présente pour son développement sécuritaire et économique. Illustration, le Premier ministre nigérien a décidé de renforcer donc la coopération militaire avec la Turquie en visitant des firmes d'armement. C'était alors au cœur d'une visite officielle
effectuée en Turquie. Au cours de cette visite, Halima Haman Zeyn a donc eu l'occasion de visiter plusieurs firmes industrielles d'armement, dont Nural Makina, en compagnie d'une délégation de haut niveau. Nural Makina est donc une firme, faut-il le rappeler, d'armement turc, spécialisée dans la production de systèmes d'armes et de munitions. La firme a donc acquis une réputation internationale pour ses produits de haute qualité et sa technologie de pointe. Un autre partenariat, celui bien sûr de renforcer les domaines stratégiques, est donc dans le viseur nigérien. Le Premier ministre a rencontré le directeur général d'Aselsan, Ahmed Hakiol, et a donc visité les installations de production de l'entreprise. Les discussions bilatérales qui se sont tenues ont donc porté sur le renforcement des relations économiques et politiques entre les deux pays. Et donc, pour clore ce journal du 20h, nous restons en Afrique de l'Ouest, mais cette fois-ci du côté du Togo pour parler de toute autre chose à présent. Nous parlons là de la suspension de l'exploitation de la ferraille et bien sûr des produits ferreux. Il se trouve qu'au Togo, Rose Kayi Mivedor, qui n'est autre que la ministre du Commerce, de l'Artisanat et surtout de la consommation locale, est donc revenue sur la suspension de l'exploitation de la ferraille et notamment des sous-produits ferreux. Décidé donc depuis avril 2021, cette décision est donc restée en vigueur, visant donc à favoriser la transformation locale des matières premières. Raman nous en dit plus. Décidé depuis avril 2021 par les autorités togolaises, l'exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux sont stoppés. En fin de semaine dernière, ce rappel a été fait par le ministre du Commerce, Rose Kayi Mivedor Sambiani. Dans la foulée, elle a également annoncé de nouvelles mesures destinées à encourager la transformation des matières premières locales à l'effet de booster l'économie. À cet effet, une nouvelle politique d'exportation est en vue pour ces matières. Si l'exploitation des minerais de fer est peu développée au Togo, le secteur de la transformation du métal reste néanmoins un des fleurons de l'industrie nationale. En début 2021, un nouvel acteur, Manu Metal, spécialisé dans le recyclage, s'est installé sur le marché local avec un investissement estimé à 2 milliards de francs CFA. Bien plus, avant cette implantation, en 2019 déjà, le chef de l'État du Togo, Faure Gnassingbé, inaugurait à Kara, au nord du pays, Steel Cube Togo, une usine de production de fer qui a un rendement annuel évalué aujourd'hui à quelques 30 000 tonnes de fer à béton par an, à base de 40 000 tonnes de matières premières. Dans sa note de rappel, le ministère du Commerce informe que désormais, seuls les métaux ferreux et non ferreux transformés par les industries locales feront l'objet d'exportation. Le ministère de tutelle ne manque pas de fixer les prix de livraison des métaux non ferreux aux unités industrielles locales comme suit. 910 francs CFA le kilo, le prix minimum d'achat de l'aluminium, et 640 francs CFA le kilo pour les batteries. Dans le même ordre d'idée, une nouvelle organisation du secteur de la ferraille au Togo est annoncée, et il s'agit précisément de la mise en place d'un comité de suivi, ce qui sous-tend que tout exportateur devra obtenir un agrément dûment établi par les organes compétents. Cette mesure, prise par le gouvernement, participera à économiser les ressources dont certaines se font rares, ainsi que l'énergie nécessaire à l'extraction et le traitement du minerai. Valoriser le métal en le transformant localement permet de pouvoir produire plus vite de nouveaux produits qui se retrouveront rapidement sur le marché. Information de dernière minute, il se trouverait que l'Assemblée nationale se serait donc transformée en un ring de boxe pour certains, mais aussi, on le dira, un tatami pour les karatékas, parce qu'effectivement, il y a eu pas d'entente entre plusieurs députés ce soir du côté du grand hémicycle sénégalais. Stop et fin donc pour cette édition du 20h, édition du 5 février 2024. Rendez-vous est pris demain, même heure, même endroit.